Eh bien, on va démarrer. On a pris un tout petit peu de retard, mais on va le rattraper, vous inquiétez pas. Je suis Julien Bedler, rédacteur en chef du Moniteur, ravi de vous accueillir pour cette table ronde que nous allons consacrer donc à l'habitat adapté, à l'adaptation de l'habitat. Je vais raccourcir mon propos introductif, ça va nous permettre de rattraper une partie du temps perdu, juste pour quand même vous remettre en perspective le pourquoi de cette conférence. Le principe, c'est que, vous le savez, une loi d'orientation se prépare sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population. Hier s'est achevée d'ailleurs la concertation sur le sujet. Donc le parcours parlementaire de la loi va bientôt démarrer. Elle sera transmise rapidement au Conseil économique. Pardon, excusez-moi. Ah oui, ça a bougé effectivement. C'est bon, c'est réglé. Le parcours de la loi donc va démarrer avec une transmission donc au Conseil économique et social et environnemental dans les jours prochains et donc une présentation a priori en Conseil des ministres début avril. Alors, quand on parle d'habitat adapté, a priori, le premier élément qu'on peut retenir, c'est que la France n'est pas en avance. On aura l'occasion d'y revenir. J'ai l'habitude de citer cette enquête Cher 2006-2007. Elle date un petit peu, mais enfin, elle fait a priori toujours autorité. Et sur 15 pays européens, le taux de logement équipé pour faire face au handicap en France n'est que de 6%. C'est à peine la moyenne européenne, comparée loin de nos amis néerlandais qui sont à 16%, les Danois à 13%, les Espagnols à 11%. Donc on essaiera d'expliquer un petit peu pourquoi on a pris du retard. Et puis surtout, on va voir comment éventuellement on peut rattraper ce retard. Alors je cite Luc Broussy qui a remis un rapport sur l'adaptation de la société au vieillissement de la population, précisant justement que depuis 30 ans, les pouvoirs publics se répètent inlassablement, je cite, à eux-mêmes, que la politique de maintien à domicile doit être la priorité, et pourtant ils n'ont rien fait, ni les financeurs publics, ni les investisseurs privés, en se concentrant trop largement sur les établissements et sur les EHPAD en particulier. Or, ajoute-t-il un peu plus loin, il n'est pas de maintien à domicile possible sans logement adapté. Alors, on va discuter de ça ensemble. Je vais vous présenter nos intervenants. Je commence par monsieur David, Jackie David. Vous êtes expert consultant au bureau d'études Habitat et Territoire Conseil. Ce bureau d'études donc travaille pour l'Union sociale de l'habitat et vous aidez les bailleurs justement à appréhender la problématique de l'adaptation de leur logement au vieillissement de leurs locataires. On verra comment vous vous y prenez et quelles sont finalement les questions qu'ils se posent et si ils se posent des questions. À votre gauche, Anne Saint-Laurent, vous êtes directrice de l'action sociale à l'Agir Carco depuis 2003, et à ce titre, vous êtes une observatrice privilégiée du phénomène de vieillissement de la population française. Vous avez supervisé, accompagné beaucoup de travaux. Alors, on les retrouve sur le site, je vais pas tous les citer, mais j'en ai retenu quelques-uns, notamment qui consistent à prévenir et rompre l'isolement, accompagner la perte d'autonomie et financer l'adaptation de l'habitat. Nous y reviendrons en détail tout à l'heure. Et je termine avec vous, Muriel Boulmier, à ma gauche. Vous êtes directrice générale du groupe Siliopé. Alors, Siliopé, de la même manière, allez voir sur Internet, c'est très bien expliqué. C'est une PME de 110 salariés qui inclut plusieurs secteurs d'activité, dont vous êtes bailleur social privé depuis 1924 en Lot-et-Garonne et en Gironde. Pas vous, non, bien sûr. Le groupe. Et vous présidez également le groupe de travail évolution démographique et vieillissement du Comité européen de coordination de l'habitat social. J'ajoute que vous avez rédigé plusieurs rapports pour les précédents ministres du Logement. J'en ai retenu plusieurs, mais notamment la demande de Benoît Apparu. Vous avez fait un rapport sur l'adaptation de l'habitat aux défis de l'évolution démographique et un autre sur le bien vieillir à domicile. Et j'ajoute que vous avez publié un livre qui rencontre un beau succès. De la même manière, on s'en rend compte parce qu'il y a beaucoup de retombées médiatiques, qui s'appelle « Arrêtez de nous prendre pour des vieux ». Voilà, alors on va commencer par un petit exercice très simple, mais qui est un exercice de sémantique. Et en fait, je n'avais pas prévu de le faire, mais hier, on a fait une table ronde un petit peu similaire, et on s'est rendu compte qu'on aurait dû commencer par ça. Et je vais commencer avec vous, monsieur David. Quelle différence on fait, pour qu'on soit tous bien d'accord de quoi on parle, entre un habitat adapté et un habitat accessible ? La différence, c'est que... Parlez bien près du micro, c'est notamment pour la traduction. En dehors, je veux dire, de la question de l'accessibilité, la question du bien vivre dans son logement porte sur d'autres aspects. L'aspect sûreté, l'aspect chauffage, enfin conditions de chauffage ou de protection solaire. La question acoustique aussi, la question du bruit. Donc il y a d'autres domaines, d'autres problématiques techniques liées
à l'adaptation par rapport aux incapacités et aux difficultés que peuvent rencontrer les personnes dans leur rapport à leur habitat. Donc si je traduis, c'est en gros l'accessibilité, c'est la première pierre, et après on ajoute les pierres de l'adaptation. Tout à fait. C'est le principe. Est-ce que c'est quelque chose justement sur lequel vous avez travaillé, Madame Boulmier, sur ce distinguo entre accessibilité et adaptation? L'accessibilité, c'est le champ du possible. L'adaptation, c'est une réalisation. Déjà, les mots ont un sens, tout au moins quand on parle de logement et d'habitat. L'accessibilité en termes d'ouvrage public, c'est différent. On est bien d'accord. Là, notre thème, c'est l'habitat. C'est bien l'habitat, on est d'accord. Donc, depuis la loi de 2005, je crois, tous les logements produits en France doivent être accessibles. Donc, ils ne sont pas tous offerts, adaptés, mais à la conception neuve, ils doivent être configurés pour être à un moment donné accessibles et voire modifiés. Voilà la différence. Et moi, je trouve que d'ailleurs, parler de logement est excessivement réducteur. Vous pouvez faire un ensemble accessible et adapté, qui ne soit pas pour autant accessible. Et quand on parle de l'autonomie altérée, et je ne parle pas de dépendance, ce sont deux choses excessivement différentes. La dépendance est irréversible, l'autonomie pas du tout. On peut avoir une autonomie altérée parce qu'on vient de se casser une jambe, tout simplement. Eh bien, on peut faire un endroit qui est un cocon adapté et s'isoler du monde. Et donc, c'est pour ça que ma conviction porte sur l'habitat, qui a 3 espaces. L'espace privé, qui est le logement, l'espace partagé, qui sont les parties communes ou autres, et puis l'espace public. Et ça, c'est simplement l'histoire de la ville. Tout à fait. Alors, comment vous expliqueriez justement le retard qu'on a pris c'est parce que, bon, on va non pas s'auto-flageller, non, c'est pas franco-français, mais enfin, on n'est quand même pas en avance. Alors, il est très simple. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, vous l'avez souligné. Quand nous tournons quand nous portons des yeux énamourés vers les pays scandinaves et que nous rêvons de la Suède, du Danemark et même un peu de l'Angleterre, j'en dirai un mot, évidemment nous disons mais comment se fait-il que... Alors un exemple, les plus de 80 ans en Suède, c'est 80% d'équipements de téléalarme. En France, les plus de 80 ans, c'est autour de 10%. Et donc, bien entendu, la question, c'est pourquoi ? Eh bien, c'est clair. Au Danemark, vous êtes obligé d'adapter votre logement quand vous avez 70 ans. Et donc, la différence fondamentale, c'est que ceux qui ont fait ce choix-là, c'est un choix de politique publique collective. La France, à la différence, a fait de ces engagements-là un choix d'équipement personnel. Et donc, c'est un fossé fondamental. Et en effet, après, on arrive à ces aides nombreuses, pas cohérentes, etc. Mais ça n'est que la résultante d'une politique publique qui a 2 générations de retard, là, pour faire court. On reviendra sur bien sûr la problématique des financements par la suite. J'ai noté un truc que vous aviez écrit qui m'a beaucoup interpellé. Vous avez dit on paye aussi le prix, alors c'est un tout petit peu compliqué, mais de la synonymie abusivement entretenue entre retraite, vieillissement, vieillesse et dépendance. Ce qui fait qu'en gros, on passe de l'habitat normal à l'EHPAD et il n'y a rien entre les deux. Oui, c'est-à-dire que la France a une richesse, c'est son régime de protection sociale qui, alors je veux pas, il y a la compétence autour de la table, mais régime de protection sociale, après Deuxième Guerre mondiale, reconstruction de la France, et là, il y a d'une part le plein emploi, mais également on commence à avoir un régime de solidarité important. À cette époque-là, naît l'assurance vieillesse. Enfin, la caisse qui ne s'appelait pas comme ça, mais l'assurance, on va dire l'assurance vieillesse. Sauf qu'en 1950-1960, l'âge de la retraite était à 65 ans et l'espérance de vie à peu près équivalente à 2 ans près. Donc franchement, le problème d'équilibre financier ne se posait pas.
Et nous avons entretenu cette image collective jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous avez une synonymie qui s'est installée entre retraite et vieillesse. Et on a gommé 27 ans. 27 ans, c'est le temps entre l'arrêt de la période d'activité et l'entrée dans la grande vieillesse et l'état possible des dépendances. Et bien, on a gommé ça. Alors forcément, on fait vite une synonymie, hein. Retraite, vieillesse, dépendance, et puis comme on est quand même, voilà, on va plutôt raccourci, eh bien, on fait retraite et dépendance, et le milieu passe à la trappe. Alors, Anne Saint-Laurent, je voudrais vous poser une question, justement, on l'a dit, vous êtes observatrice privilégiée de ce mouvement, mais est-ce que vous constatez, dans les différentes actions que vous menez, une meilleure prise en compte, je dirais, une meilleure anticipation justement du phénomène? Alors, on peut le dire, effectivement, il y a une sensibilité plus importante des générations qui arrivent à la retraite aujourd'hui à la question des messages de prévention. On en a l'expérience dans des centres de prévention qui sont ouverts à partir de 50 ans, sans avoir rien changé dans le courrier que nous adressons à nos publics, en particulier après le passage à la retraite. En fait, on a des taux qui ont été multipliés par 3 en 10 ans. Alors je dis 10 ans et c'est pas tout à fait le hasard parce que par rapport à ce que vient de dire Muriel Boulmier, je crois que la prise de conscience résulte de la situation résulte de la canicule. En fait, progressivement, ça a été un facteur déclencheur d'une prise de conscience que les situations vécues comme étant isolées étaient en fait un phénomène de société. Et que donc on ne pouvait pas attendre des situations de dépendance ou en tout cas de très grande perte d'autonomie, quelle qu'en soit la cause, pour pouvoir s'intéresser à ce temps de vie et que probablement le temps de vie devait être anticipé et appréhendé de manière différente. Les générations qui arrivent à la retraite aujourd'hui sont des générations qui ont vu leurs parents surpris par cette longévité inespérée. Et par des conséquences parfois délicates en termes d'accompagnement dans un lieu où on s'est investi pendant 30, 40, 60 ans, 70 ans, voire plus. Donc on voit bien que cette sensibilité est en train de naître. Maintenant, il est temps de s'y mettre parce qu'on ne va pas pouvoir continuer le modèle sur les 20 prochaines années. Donc il faut accélérer le mouvement. Jackie David, au niveau des bailleurs sociaux, vous les accompagnez justement là-dessus. Comment vous qualifieriez leur degré de maturité? Parce qu'on le verra tout à l'heure, je rentrerai plus dans le détail, mais la proportion de locataires de plus de 65 ans augmente significativement. Ça a des conséquences. Est-ce qu'ils l'anticipent, les bailleurs? Oui, je pense que la prise de conscience depuis déjà plusieurs années est réelle. Et il y a, je veux dire, tout un travail de classification des logements par rapport à leur niveau d'accessibilité. Et puis, il y a des dispositifs pour aménager le logement en fonction des besoins des personnes âgées. Donc, c'est un mouvement qui se développe tout à fait dans le parc HLM. Maintenant, il y a des problèmes qui restent entiers, notamment, il y a beaucoup d'immeubles qui n'ont pas d'ascenseur, des R+4, et on a parfois des immeubles où il y a une présence de personnes âgées relativement importante, sans possibilité ou difficulté. Enfin, on peut ici et là rajouter quelques ascenseurs, mais on ne peut pas répondre globalement aux besoins. Et donc, j'imagine que la conséquence sur les charges pour ces personnes tout à fait, pas anodine. D'autant que très peu de logements sont distribués, donc vous ne pouvez pas répartir. Donc il y a des réticences d'autres locataires, et même des personnes âgées parfois, à l'équipement d'un ascenseur. Et puis après, il y a la question, je veux dire, de l'expression de la demande du locataire. Et là, on voit qu'on peut avoir des besoins, mais pas de demande. Et donc, il y a des difficultés parfois, je veux dire, à intervenir dans certains logements en adaptation par rapport à la réticence de la personne âgée elle-même par rapport à telle ou telle adaptation. Donc c'est pas si simple finalement, il suffit pas juste de prendre conscience. Muriel Boulmier, justement, votre analyse, vous, de la maturité un peu de la population au sens large, est-ce que vous êtes d'accord avec Anne Saint-Laurent quand elle dit cette génération qui arrive là, elle va être quand même, elle a vu ses parents vieillir, elle va être plus avertie, quoi, hein. Alors moi je l'ai nommé la génération sandwich parce que en effet arrive 60 ans, 58, 64, peu importe. Et comme vous le disiez,
Eh bien, oui, nous sommes les spectateurs de la longévité de nos parents pour un grand nombre d'entre nous. Et là, on commence à voir les difficultés qu'ils ont, mais pas l'impossibilité d'être chez eux, mais quelques difficultés, et aussi leur résistance notoire à dire non. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Parlez avec votre maman, votre tante, votre cousine, elle va vous expliquer que oui, elle a 86 ans, mais alors... T'as vu la vieille à côté, là, qui en a 82, franchement. Bon. Donc ça, il faut le prendre, il faut en sourire, c'est une réalité, et c'est plutôt bien comme ça, mais ça s'appelle le déni. Et donc, le déni, ça veut dire que non, c'est pas la peine de changer la baignoire, la barre, enfin, etc., etc. Des choses qu'on connaît tous. Et pourtant, les enfants, eux, commencent à se rendre compte de la difficulté, et quand ils se projettent à quelques années et qu'ils se disent ça va peut-être être la maison de retraite qui coûte 2200 €, et qu'ils approchent de la retraite, qu'ils savent que leurs propres revenus vont diminuer, la question se pose. La question se pose parce qu'il y a le soutien affectif de ses parents et la contribution financière, parce que très souvent il y a encore un soutien des enfants, des petits-enfants, etc. C'est ce qu'on appelle les transferts économiques privés, hein, qui commencent à être quantifiés, mais qui sont excessivement importants. Et donc, cette génération sandwich, oui, commence à prendre la mesure de la nécessité. Alors après, la question, c'est comment ? Parce que faire rentrer l'hôpital à la maison, ça n'a jamais fait rêver personne. Et donc, sauf qu'il y a eu, il y a un exemple qui, moi, m'avait frappé, c'est que quand la salle de bain américaine est arrivée en France, nous avions une salle de bain avec cretonne au mur, nid de poussière, etc. Et il disait, c'est la chirurgie qui rentre à l'hôpital. Il y a quand même un modèle design de salle de bain qui s'est fait une belle part de marché. Et donc, moi, ce que je regrette, c'est que les grandes surfaces de bricolage renoncent à créer des petits aménagements qui soient design et les confient aux magasins spécialisés. Et ce que je pense, parce que je l'ai observé, c'est que ce qui crée la mutation, c'est le désir. C'est-à-dire que si la douche à l'italienne fait plaisir aux petits-enfants, eh bien, la grand-mère sera ravie de les accueillir. Donc, travaillons aussi le désir. Voilà. Il y a un élément, je retiens sur ce que vous avez dit, ce fameux déni. Précisément, est-ce qu'une des solutions pour un peu bypasser ce déni, c'est de proposer, comme vous le faites, Madame Saint-Laurent, des diagnostics d'ergothérapie, des diagnostics d'état de l'habitat, en fait? Oui, alors aujourd'hui, on peut dire qu'on le déploie, mais ce fut une expérience délicate, puisque effectivement, dépasser le déni pour arriver à toucher une population jeune, hein, à 70 ans, on est jeune aujourd'hui, de pouvoir toucher une population au-delà de 70-75 ans et qui puisse avoir une visite préventive d'un ergothérapeute à domicile. Parce que quand on est dans le même endroit depuis très longtemps, on a des gestes dont on ne mesure plus le risque. Monter sur un tabouret pour attraper le pot de confiture, c'est pas très dangereux quand on en a 30, 40, 60, voire 70. Mais c'est parfois en descendre qui devient délicat quand on en a plus. Donc en fait, l'idée, c'est comment faire adhérer à la notion d'une démarche de prévention chez soi et pouvoir du coup modifier son habitat, non pas en se disant oh là là ça va me donner le sentiment d'être ni à l'hôpital, surtout pas, mais ni dans un EHPAD chez soi, non, mais bien en ayant le plaisir d'avoir un lieu où on peut accéder facilement au pot de confiture, se relever facilement du fauteuil, sans forcément changer le fauteuil, hein, ça peut être changer la hauteur des pieds, et puis avoir des aménagements parfois simples. Tout n'est pas coûteux dans l'aménagement de l'habitat, tout ne passe pas par des travaux, inéluctablement. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place cette prestation qui s'appelle Bien chez moi, qui est une prestation d'ergothérapie accessible. Alors, elle s'adresse à quel public et comment j'ai accès à cette Alors, à ce c'est un public diagnostic de plus de 75 ans qui relève de nos régimes, la personne ou son conjoint, enfin en tout cas dans le foyer, et qui, pour l'instant, on est sur 6 régions début 2014 et
on devrait atteindre l'ensemble du territoire métropolitain d'ici 2015. La difficulté que vous rencontrez, c'est quoi? C'est de trouver des ergothérapeutes partout en France? Alors ça, on s'active très fort sur ce sujet-là. Donc, pas plus tard que hier soir, à la sortie de la clôture de la phase de concertation, on travaillait avec le syndicat des ergothérapeutes. Donc, on est vraiment là-dessus et on va y arriver. Mais effectivement, il y a eu une phase, c'est pour ça que ça a pris un peu 4 ans pour nous, une phase de sensibilisation des ergothérapeutes, qu'il n'y avait pas que le sujet d'une offre qui devait être institutionnalisée, mais bien aussi à domicile dans une dynamique préventive. Donc ça a pris du temps. Et puis ensuite, toucher le public. C'est-à-dire que contrairement à d'autres prestations que l'on propose, qui vont être des prestations où on comprend très vite ce que ça veut dire, quand on dit faire un diagnostic d'ergothérapie en grand public, eh bien, je ne dirais pas que nous parlions une autre langue, mais pas très loin. Et en tout cas, il y a une connotation d'une approche très médicale qui, pour quelqu'un qui est bien portant, ne voit pas du tout, et c'est logique, l'intérêt de cette démarche. Donc, il nous a fallu faire des tests, évaluer, essayer d'appréhender, de modifier les textes, d'appréhender, de prendre le sujet sous la question du bien-être, du plaisir, de sa qualité de vie, et non pas de la compensation, de la question de l'accompagnement, d'une supposée fragilité, d'une supposée situation. Il faut positiver le message. C'est ce qu'a dit Muriel Boulmier tout à l'heure. Évidemment, je peux avoir 86 ans et considérer que ma voisine de 82 ans est bien vieille, elle. Ouais. Voilà. Jackie, David, est-ce qu'il y a eu de la demande justement au niveau des bailleurs et plus globalement sur justement le diagnostic de l'habitat? Comment ça s'organise ça? Là, on a vu l'ergothérapie, on est aussi dans les gestes du quotidien, mais plus spécifiquement sur l'habitat lui-même, sur sa configuration. Est-ce que vous avez mis au point des outils? Est-ce que ça existe? Oui, il y a plein de choses qui se mènent en organisme d'HLM. D'une part, il y a réponse à la demande de personnes âgées qui souhaitent des adaptations dans le logement. Donc, souvent, il est fait appel à une ergothérapeute pour pouvoir, attester du besoin effectif et de l'adaptation, justement, de l'adaptation aux difficultés de la personne. Donc c'est une phase dans la conception de la réponse qui est apportée. Après, il y a des interventions, sur des opérations de réhabilitation, où il y a des travaux à la carte qui se font. Et puis, il y a les questions, d'adaptation des logements neufs ou récents, pour lequel la question de la conception accessible est déjà avancée, plus que dans le parc existant. Et donc là où il y a aussi des adaptations par rapport aux besoins soit de la personne âgée, soit de la personne handicapée, puisque le dispositif est le même. Même si quantitativement, dans le parc HLM, la question du vieillissement de la population est plus importante quantitativement. Effectivement. Concrètement, quand on parle d'adaptation, on commence par quoi ? On parle beaucoup en gros, ça se joue dans la salle de bain, mais c'est essentiellement les travaux qui sont réalisés et les statistiques qui remontent au niveau national, c'est essentiellement le changement de baignoire en douche. C'est après, les questions de barres d'appui, de WC surélevé, de volets roulants électriques, de positionnement de prise de courant ou de prise téléphone. La vidéophonie, les équipements de ce type. Et ça coûte cher ? Alors, par rapport à l'existant, le système de dégrèvement sur les impôts de la TFPB font que, c'est nul en termes d'impact économique pour l'organisme. Et donc... Mais rapporté au logement, c'est quoi ? Il faut compter 5, 6, 10 000 euros ? Là, c'est variable suivant les besoins d'adaptation. En gros, ça tourne autour de 4, 5 000 euros. Mais là, il y a des variations. Et puis, il y a des choses à faire aussi dans les parties communes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser, comme disait Madame Boulmier, la chose uniquement en termes de logement, mais aussi sur toute la chaîne de déplacement, et notamment la question des portes de hall qui sont souvent très très lourdes pour les personnes difficile à pousser. Madame Boulmier, vous n'aviez pas l'air d'accord sur le côté un peu nul de la dépense finalement. Ah si, moi je suis là-dessus, on est autour de 4 000 euros, voilà. Non, je pensais sur le budget, sur les finances des bailleurs, c'est pas indolore.
Oui, c'est là où je mettais juste un point d'interrogation, c'est que on va parler cuisine, excusez-moi. Hein, donc il y a une mesure fiscale en France qui s'appelle la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les organismes HLM, dès lors qu'ils produisent des logements neufs, parce qu'ils sont dans une mission d'intérêt général, sont exonérés pendant 25 ans du paiement de cette taxe. Lorsque ils entreprennent la réhabilitation de salles de bain, par exemple, donc très souvent les immeubles ont plus de 25 ans, donc l'exonération est tombée, donc ils sont redevables de l'impôt. Et il y a une disposition qui dit que les logements qui sont adaptés essentiellement pour le handicap peuvent ouvrir droit à l'exonération de TFPB dans l'année où sont réalisés les travaux. Et donc, ça participe, ce que vous exposiez y participe, sauf que nous savons qu'il y a une inégalité du territoire, c'est-à-dire que l'appréciation de l'administration fiscale n'apprécie pas toujours ces travaux comme répondant aux critères, je fais très court, et donc n'accorde pas toujours l'exonération. Voilà. Et l'une des demandes qu'il conviendra de traiter, c'est que pour ce sujet-là, nous sommes face à des inégalités de territoire dans celle-ci et d'autres, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, et que c'est très important parce que Paris n'est pas la France. Sur le coût d'adaptation, on viendra sur la question des financements après, mais sur le coût d'adaptation, est-ce que pour vous, c'est un frein aujourd'hui? Alors, moi, je trouve en effet que vous avez essentiellement, qu'est-ce qu'on a? On a, mais je sais pas, 80% la salle de bain. 80% la salle de bain. Après, on a l'électricité, parce que souvent, ça n'est pas bien éclairé. On a également un peu la cuisine. Et puis, comme le disait Madame Saint-Laurent, après, ça tient de l'anecdote quand tout va bien, mais d'un confort extraordinaire quand on n'est pas si bien que ça, relever le pied du lit, etc. Mais c'est très important, mais c'est pas ça qui est un investissement. C'est plus une astuce bien accompagnée, bien conseillée. Donc quand on voit ça, on se dit qu'on est en effet autour de 4 000 €. Quand on met ça en perspective, et qu'on sait que le coût moyen d'un établissement hors soins, je dis bien hors soins, c'est-à-dire hébergement, est entre 1 960 et 2 200 €. Je vais pas, il y a deux évaluations, on va dire, allez, 2 000 €. Vous voyez que 4 000 € investis, si vous gagnez 2 ans de maintien à domicile, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour la famille, gagnant pour le coût public parce que l'hébergement a quand même en plus un coût public, et en plus gagnant pour le confort parce que je rappelle que vieillir dans son environnement connu participe à maintenir l'espérance de vie. Enfin, voilà, pour faire bref. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est... On sait que près de 75% des plus de 65 ans sont propriétaires, oui, de leur logement, 58% pour la population française. Donc ça veut dire que d'un côté on se dit, alors ça n'exclut pas la pauvreté, on le verra par la suite, mais on se dit finalement c'est plus facile parce qu'ils sont décideurs. Mais en même temps c'est aussi un fil à la patte géographique, entre guillemets, parce que le logement qu'on veut adapter, il est peut-être pas dans la zone que vous évoquiez tout à l'heure, facile d'accès, avec des services disponibles, etc. Comment on fait l'équilibre entre tous ces éléments ? C'est vrai que ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, simplement parce que j'ai trop entendu dire les vieux sont des nantis. Et le propos juste après, d'ailleurs, ils sont propriétaires. Bon, une fois qu'on a dit ça, on croirait que la messe est dite. Mais ça n'est pas si simple que ça. En effet, ils sont propriétaires à 3/4. Mais en effet, le revenu moyen, c'est... Le revenu moyen des retraités, hein, on est d'accord, c'est 1 260 € par mois, des retraités. Vous gommez la classe moyenne, vous gommez le non moyen et vous approchez de la catégorie majoritaire qui sont les femmes, et là vous descendez à 932 €. Eh bien, si vous êtes propriétaire en ayant autour de 1 000 € pour ne pas polémiquer de revenus, bien entendu, l'adaptation est un challenge pratiquement impossible. C'est là où des dispositifs qu'expliquait Madame Saint-Laurent, évidemment, rentrent en ligne de compte. Pourtant, nous savons que 85% des plus de 90 ans vivent encore à domicile, un centenaire sur deux. Ils sont 20 000 aujourd'hui quand même, hein, un centenaire sur deux. Et donc, l'enjeu, c'est bien l'existant.
C'est vrai que faire 4 000 € de travaux pour une baignoire, ça coûtera la même chose en Creuse que dans l'ouest parisien. Enfin, peut-être que les matériaux ne seront pas les mêmes, mais vous voyez. Et donc, oui, on peut... non, mais avec le bémol que j'ai mis, madame, avec le bémol que j'ai mis. Donc, on peut très bien imaginer ça, et pourtant, c'est indispensable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 60% des Français qui naissent, vivent et meurent dans le département où ils habitent. Et donc, l'exode des personnes âgées dans des paradis exotiques, etc., voilà, c'est une... Ça relève un peu l'image d'Épinal. Oui, une petite actualité biaisée. Pour aller dans votre sens, je note que 62% des propriétaires occupants éligibles aux aides de l'ANA ont plus de 60 ans, hein, donc ça corrobore ce que vous disiez. Anne Saint-Laurent, au niveau de l'Agirc Arco, quelle a été ou quelle est votre politique d'aide à l'adaptation de l'habitat et quelle a été son évolution? Alors, je vais plutôt en parler au passé d'une manière macro, c'est-à-dire pendant très longtemps, et ça, enfin, il faut l'entendre avec le lien qu'évoquait Muriel Boulmier sur la situation de la France dans l'offre de logements adaptés au début de ce millénaire par rapport à d'autres pays européens. Pendant très longtemps, quand il y avait une demande, et nous étions complémentaires, donc nous travaillions avec les autres régimes en particulier, sur une aide à Madame Dupont, 2e étage droite, pour aménager son logement. Et il y a 5 ans, lorsque les partenaires sociaux qui gèrent les régimes complémentaires ont fait le bilan, l'observation, c'était de se dire finalement au niveau démographique, on a devant nous des octogénaires et plus qui vont être multipliés par sur les prochaines décennies. Et est-ce qu'on a les moyens d'adapter l'habitat de Madame Dupont, 2e droite, autant qu'il y en a, autant qu'il y en aura durablement? Surtout que, en fait, l'utilisation de cet habitat adapté va être limitée à un temps de 3, 4 ans. 4 ans et demi, peu importe. In fine, quand la personne aura quitté ce logement, l'habitat sera remis en état. J'aime bien ce terme parce que ça veut dire que les investissements qui ont été faits sont finalement perdus. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, comment essayer de travailler avec les acteurs du logement. Nous sommes des régimes de retraite complémentaires et même si au niveau de l'action sociale, on a beaucoup d'idées et de sujets d'innovation, c'est pas notre sujet, le logement. Donc, on s'est dit comment travailler avec des acteurs du logement pour commencer à faire émerger la prise de conscience que tout programme qui sort de terre doit intégrer des conceptions de l'habitat différentes. Alors, c'est un programme qui sort de terre, un programme de réhabilitation, mais pas pour de l'habitat concentré d'une population âgée ou d'une population qui aurait telle et telle caractéristique, mais bien dans l'habitat, ce qu'on appelle l'habitat diffus. Ce qui veut dire derrière qu'il faut penser quels sont les services qui sont à proximité de cet espace aménagé, quels sont les commerces, comment on franchit la porte cochère. Non seulement elle est lourde, mais en plus il y a souvent pardon, je ne suis pas une technicienne, vous vous en rendez compte, mais un ressaut. Un ressaut, merci. Et finalement, passer le ressaut, et là, avec une porte qui est très lourde, c'est aussi difficile pour une personne qui a des problèmes articulaires, des problèmes de vue, et qui n'a pas la force musculaire pour pousser cette porte, que pour une maman qui déplace la poussette et qui a quelques sacs de course pour franchir cette porte. Donc on s'est dit comment aider à faire sortir de terre des programmes qui intègrent l'intégralité de la démarche, de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de l'habitat, avec des lumières, etc., ou des cloisons renforcées qui vont faire que demain, on pourra mettre une barre si c'est nécessaire, mais on ne prévoit pas la barre d'emblée. Ça dépendra de la situation de la personne. Voilà. Par contre, changer la cloison, ça coûtera beaucoup plus cher que de rajouter une barre d'appui avec 4 vis. Bien que je ne sois pas technicienne, je peux le comprendre. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous nous sommes engagés et nous proposons maintenant un partenariat avec les bailleurs sociaux. On va revenir sur les bailleurs juste après. Auparavant,
il y a une question qui intervient, c'est finalement on se dit on va finir par constituer un parc, on va essayer de recenser un parc de logements adaptés pour que les investissements soient pas perdus. Est-ce qu'il faut que ça se traduise dans la réglementation? Je parle notamment à la réglementation urbanistique. Est-ce qu'il faut que quelque part dans les documents urbanistiques on ait une proportion? Hier on a détesté le mot de quota, quand on a signalé le mot de quota ça a été une bronca, mais est-ce qu'il faut un quota de logements adaptés dans les PLU par exemple? Alors, moi, c'est vrai que je trouve que envisager l'évolution de cette manière, c'est nier toute une histoire. C'est nier toute l'histoire de la cohabitation urbaine. La ville, elle s'est construite, les villages de la même manière, avec des vieux, des jeunes, et sans doute n'était-il pas aussi vieux, mais la vieillesse était... Enfin, là, les effets relatifs existent. C'est-à-dire que la vieillesse, à 50 ans, portait la situation de la même manière qu'aujourd'hui à 80 ans. Et donc, je ne comprendrais pas pourquoi nous ferions des parcs de vieux. Moi, je me souviens... Quand, je sais pas, ça doit faire 10-15 ans, on en parlait tout à l'heure avec Madame Saint-Laurent, vous vous souvenez, ces villages américains clôturés, etc. Enfin, on poussait, nous, occidentaux, et nous, Français, des cris en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et là, je vois apparaître comme ça, comme des idées toutes nouvelles, qu'on pourrait faire des aménagements et même un garçon que j'aime bien d'ailleurs qui a écrit ça, leur mettre des bracelets pour les retrouver quand ils seraient perdus. Et ben franchement, moi ça me fait pas envie. Et donc c'est pas que peut-être j'aurai un bracelet, mais ça me fait pas envie. Et ce que je crois, parce que Madame Saint-Laurent a mis le doigt sur quelque chose qui est carrément inadmissible: adapter puis détruire. Comment peut-on envisager cela? Bien. Je crois simplement que nous pouvons l'envisager dès lors que nous faisons cette adaptation de manière suffisamment désirable pour qu'elle soit acceptée comme un confort partagé par plusieurs générations, c'est-à-dire la génération suivante, si elle n'a pas une douche, si elle n'a pas de baignoire pour baigner son bébé, elle le mettra dans des petits bacs très jolis, etc. Qu'on va pas faire, mais on n'est quand même pas démunis d'esthétique accessible, et ça permet de laisser l'appartement adapté de manière confortable, sans pour autant être obligé de le détruire. Moi, vous avez parfaitement raison, madame, mais c'est quelque chose qui me fait très mal. Et quant au reste, ce que vous disiez, monsieur, c'est parfaitement vrai. Tous les logements ne sont pas adaptables. Vous savez, dans la réhabilitation, il y a un principe qui dit que les murs commandent. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et donc, oui, on peut tout faire, mais tout a un coût, n'est-ce pas? Et donc, mais l'essentiel l'est. Et donc, laissons vivre les gens au milieu des uns, les uns à côté des autres, quoi. Parce que bientôt, on va nous demander de faire des parcs à jeunes. Moi, je trouve que l'histoire... Et puis, dans le même temps, il y a une sorte de credo qui dit le vivre ensemble. Chercher l'erreur. Ouais, c'est un petit peu paradoxal. Jackie David, je voudrais qu'on fasse un petit détour par le logement social. Alors, je vais juste donner, pour qu'on ait les idées claires tous, que dans le parc social, la proportion des locataires de plus de 65 ans est actuellement de 20% et pourrait passer à 35% à l'horizon 2035. Dans le secteur libre, on n'est qu'à 10%. Donc, ça veut dire que c'est vraiment saillant dans le parc social. Est-ce que cette problématique de j'adapte et puis après qu'est-ce que je fais de mon logement adapté une fois que la personne qui en avait besoin part, comment on la traite aujourd'hui dans le logement social? Est-ce que avec les règles d'attribution notamment? Par rapport aux règles d'attribution, le fait de désigner, je veux dire, un locataire... la discrimination par l'âge, ça n'existe pas. Voilà, donc je veux dire, la conception du logement social, c'était un logement un peu standard, mais finalement pas accessible à tous, on l'a bien vu. Donc les évolutions aujourd'hui vont vers une réflexion, mais là plutôt en construction neuve, de conception universelle, donc de prendre en compte un maximum de situations, mais bon, il y a toujours les cas d'exception qui font qu'il y a besoin, même par rapport à un habitat conçu dans la réglementation, des adaptations nécessaires complémentaires. Alors c'est sûr qu'en neuf, il y a deux approches
Soit c'est de dédier le logement, je veux dire, à une catégorie de personnes handicapées ou de personnes âgées. C'est une approche, mais elle pose des problèmes en termes d'attribution par rapport aux règles d'attribution. Par ailleurs, il y a la possibilité, si on a un habitat qui répond déjà à un maximum de besoins de tous, d'avoir, je veux dire, des équipements complémentaires autant que possible démontables et qui suivent la personne handicapée ou la personne âgée qui Donc a besoin. une partie finalement de l'équipement d'adaptation qui soit attachée à la personne plutôt qu'à son logement. Voilà. Pour ce qui est de l'existant, bien évidemment, les organismes ont tendance à privilégier, je veux dire, les lieux d'abord qui sont bien implantés au niveau des commerces, des équipements, etc., par rapport à l'adaptation, et puis à les prévoir dans des étages inférieurs pour les problèmes d'évacuation d'incendie. Donc il y a une tendance à privilégier certains lieux d'adaptation. Donc la question par rapport à des logements dédiés, c'est le problème d'attribution à terme, tant que ce système n'est pas levé, et pose un problème, je veux dire, à long terme par rapport aux besoins. Alors justement, Anne Saint-Laurent va poursuivre finalement suite à on ne rénove plus, enfin pardon, on n'adapte plus le logement de Madame Dupont, deuxième étage gauche. On fait comment maintenant ? Justement, l'idée, c'est de répondre à la problématique qui vient d'être soulevée. C'est en fait de pouvoir concevoir, au moment des grands programmes de restructuration ou des programmes de création, 20-30% de logements qui ne soient pas réservés, mais qui aient des fonctionnalités qui permettent finalement d'être facilement, à moindre coût, personnalisés en termes d'accompagnement. Je vais prendre l'exemple de la lumière. On a fait une étude avec l'Institut de la Vision il y a très peu de temps pour se rendre compte que dans l'espace privé ou même dans l'espace qu'on va dire collectif, le couloir, etc., les personnes déficientes visuelles, je ne parle pas de non-voyance, je parle de malvoyance, ont beaucoup de mal à se déplacer parce que la lumière n'est pas assez intense. Si elle était trop intense, elle pourrait être éblouissante. Donc il faut trouver techniquement le bon éclairage, principalement lumière naturelle, mais on peut bien sûr, dans des couloirs, on imagine bien que ça ne puisse pas être le cas, trouver comme ça énormément de sujets qui soient facilitants et qui, du coup, ne demandent pas derrière d'autres éléments de compensation. Parce que ce que vient d'expliquer monsieur, c'est qu'en fait, dès qu'on est sur un sujet où on attend de personnaliser la réponse, eh bien, ça va coûter plus cher. Et finalement, le fait de ne pas le faire va créer aussi un inconvénient pour tout un chacun. Si on est sur une population de 80 ans et plus, on imagine bien que le taux de personnes qui portent des lunettes est assez important. Mais aussi qui sont touchés par ces pathologies où même le fait d'avoir des lunettes ne permettra pas d'avoir un confort de vie pour sortir de chez soi. Donc je parle de lumière, mais on pourrait parler de mais concrètement, ça se passe comment ? C'est un contrat cadre que vous passez avec les bailleurs sociaux ou quand vous parlez justement de programme, c'est quoi ? On respecte une charte ? Alors en fait, on a une grille. Ouais. Qui va bien sûr au-delà de la loi de 2005, sinon en tant que régime complémentaire, on n'a pas de raison d'intervenir. Ce n'est pas notre rôle que de faire appliquer la loi auprès des professionnels. Mais par contre, on a donc une grille qui intègre tous ces éléments que je viens d'évoquer et qui permet de dire si tel programme correspond à cette grille. Il y a un niveau minimal et il y a un niveau maximal. À ce moment-là, les bailleurs pourront recevoir une subvention par logement. Donc, le niveau minimum, c'est 8 000 € par logement, avec en contrepartie l'accès de nos ressortissants, qui représentent à peu près 80% de la population en France. Enfin, donc un foyers, accès, voilà. Pour le coup, privilégié pendant... avec un droit réservataire. Nous relevons du Code de la Sécurité sociale, ouais. Donc on est habilité à avoir ce et c'est ad vitam ou c'est quand même voilà, limité donc dans en fait, la convention va durer 10 ans, elle est limitée dans le temps, mais par contre, le logement, lui, sera durable
Donc du coup, l'intérêt, c'est bien d'aider à ce que progressivement tous les acteurs qui sont sur ce secteur puissent véritablement s'impliquer sur ce sujet-là. Muriel Boulmier, sur cette question du logement social, est-ce que pour vous, il faut recenser, flécher les appartements adaptés, finalement faire tomber un peu ce tabou de la règle d'attribution intangible et qui ne prend pas en compte l'âge, tout simplement? Oui, je pense que les meilleurs systèmes du monde, à un moment donné, doivent être revus, et ils doivent être revus aux conditions qui s'imposent à nous. Pour tout vous dire, je trouve qu'on parle beaucoup plus des personnes âgées qu'on agit pour elles. C'est le début d'en parler. Et donc, oui, mais quand même. Oui, mais quand même. Elles ne sont peut-être pas dupes non plus, vous savez. Et donc, je crois, dans une commission d'attribution, il y a des règles, comme vous l'indiquiez. Et oui, on ne peut pas dire tel logement sont fléchés personnes âgées. En revanche, si on a un foyer de jeunes, on va dire on n'y met que des jeunes. Et donc, vous voyez, on peut avoir plusieurs grilles de lecture d'une discrimination. Je ne choisis pas cet angle-là d'explication, hein. Mais je crois en effet que si nous recensions par exemple tous les logements adaptés et qu'on dise qu'ils soient dédiés rien qu'aux personnes âgées, là on recréerait des ensembles, etc. Alors que ce qui fait la richesse d'un habitat social que moi je préfère appeler abordable, parce que les personnes qui habitent dans cet habitat-là, je veux dire, ça n'a rien de social. C'est un effet relatif, c'est-à-dire qu'il y a des aides pour construire ces logements qui font que le loyer est un peu plus faible que le loyer privé, et donc il devient abordable pour des populations qui ne pourraient pas accéder. Eh bien, c'est comme l'histoire de la ville, c'est l'histoire de la vie, tout simplement. Donc, pour ce logement abordable, ce sont des ménages, des familles qui se côtoient. Donc moi, je ne suis pas tellement pour le fléchage, mais c'est pour ça que je suis pour l'adaptation, pour un confort partagé. Et ensuite, si on a une personne âgée qui est dans une situation qu'il mérite au sens pas de la méritocratie, on se comprend bien, mais et si on a un appartement qui est particulièrement adapté, ne nous fermons pas sous réserve d'une règle qui prévaudrait, etc. Ne nous fermons pas la porte à l'attribuer. Vous voyez, je crois qu'il va falloir quand même, à un moment donné, sortir du dogme et aller un peu vers le principe de réalité. Cet appel au pragmatisme, Monsieur David, vous le sentez de la part des bailleurs? Parlez bien près du micro, pardon. Sur la formule à mettre en œuvre, beaucoup se dirigent vers le fléchage de logements pour les personnes âgées, mais rencontrent des difficultés réglementaires. Mais l'autre solution, elle est plus sur les opérations neuves, où là, on a une conception de base qui déjà répond en grande partie aux besoins des personnes âgées. Alors, je voudrais qu'on passe les 5-10 dernières minutes qui nous restent avant de vous donner la parole sur la question des financements. Sujet important, les financements. Justement, est-ce que, Muriel Boulmier, vous pouvez nous faire un petit point des financements existants? Et je sais qu'un de vos chevaux de bataille, c'est vous dire ils ne sont pas cohérents. Il faudrait permettre une mise en cohérence. Expliquez-nous un petit peu. Alors, là, c'est pareil, hein, Madame Saint-Laurent connaît ce sujet largement aussi bien que moi. Simplement, vous savez, on dit, pour adapter le logement, c'est pas facile pour trouver les financements. Alors, moi j'avais regardé ça dans mes travaux. Et les aides, je vous promets que c'est vrai, elles sont nombreuses. Mais elles sont excessivement nombreuses. Tellement nombreuses, c'est-à-dire que personne ne les connaît. Parce qu'elles sont au niveau national, elles sont au niveau territorial, local, la commune, le département, etc., etc. Bien. Le seul avantage de ces aides nombreuses, c'est que ça crée un métier qui est l'ingénierie des aides. Bon. Faut rien regretter. Mais ce que j'ai observé quand même, c'est que ces aides, elles n'étaient pas cohérentes entre elles, et parfois elles étaient même exclusives entre elles. Alors je vais illustrer mon propos. Prenez l'aide des CARSAT,
tout. Est-ce que je on peut quand même, oui, précisons. Oui, les CARSAT, c'est les caisses régionales qui servent les retraites aux personnes retraitées, qui ont d'ailleurs une action sociale, mais enfin qui servent les retraites et qui ont comme l'ont les caisses complémentaires, ont la possibilité d'octroyer aux retraités des aides pour adapter leur logement. Donc là, majorité salle de bain, enfin ce que nous disions. Et puis, il y a l'APA, qui est l'allocation pour l'autonomie, qui, elle, est gérée par les conseils généraux, qui finance surtout l'aide à la personne avec les aides ménagères, mais qui a aussi normalement un volet d'adaptation du logement. Le fait que cette aide-là est un volet d'adaptation du logement, dont aucun conseil généraux ne se sert parce que les heures d'aide ménagère prennent tous les budgets, fait qu'il ne peut pas y avoir d'aide de la CARSAT pour une personne qui a une APA. Et alors là, vous avez un choix qui est magnifique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une aide ménagère qui va aider la personne âgée à monter dans la baignoire, à descendre de la baignoire. Et si la dame veut une douche, eh bien, elle n'aura personne, ou moins, ou en tout cas personne, pour l'aider, pour faire ses aides ménagères. Je vous force tout juste un peu le trait, tellement je crois que, au-delà d'annonces, nouvelles, etc., réglons ces sujets-là. Ils ne sont peut-être pas très glamour, mais n'empêche que c'est cela, le quotidien des Français. Anne Saint-Laurent, sur cette ingénierie financière qui se met en place pour réussir à mettre en cohérence les aides, c'est quelque chose que vous constatez également ? Alors, contrairement à ce qu'a dit M. Delevoye hier soir, je pense que quand on se marie, on ne prévoit pas le divorce. Normalement, quand non. on vieillit, on ne prévoit pas toutes les situations de vie. Et effectivement, les aides sont extrêmement nombreuses. Vraiment, vraiment nombreuses. Mais je ne sais pas si c'est vraiment la volonté d'une organisation d'ingénierie autour de l'activité sociale, parce que ça existait de longue date, mais je le résumerai pas comme ça, mais je pense que progressivement, les aides se sont organisées pour combler les trous dans la raquette. Et personne ne s'est donné le temps d'essayer de changer de raquette. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est complexe à comprendre et où, enfin, nous, en tant que régime complémentaire, notre rôle, par exemple, c'est de surtout pas faire doublon avec les aides qui existent déjà. Et on a pratiquement une demande sur deux d'aide financière, ouais, où en fait, on accompagne le ressortissant pour avoir la réponse auquel il a le droit, uniquement parce qu'il ne la connaît pas. Et donc, en fait, rien qu'en faisant ça, nous, on n'a pas besoin de mobiliser des ressources, puisque, en fait, les personnes... vous l'orientez vers... Exactement. Le non bon seulement guichet. On l'oriente, mais on peut accompagner, effectivement, ouais, si le sujet est compliqué pour la personne. Parce que, voilà, c'est un vrai défi que d'arriver sur un territoire donné à prendre en compte l'ensemble des acteurs, le besoin, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des possibilités qui existent sur le territoire avec les acteurs en présence, qui existent au niveau régional, qui existent, enfin au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national. Et c'est vrai que d'un territoire à l'autre, on a aussi des très très grandes surprises. Quand nous sommes comme nous des acteurs au niveau national, on se pose la question de pourquoi Madame Dupont, alors peut-être pas au deuxième droite, mais dans son logement, n'a pas le droit à une aide sur un territoire et droit sur un autre territoire. Donc voilà, c'est la question de la raquette, quoi. Voilà, on a multiples raquettes. Donc je ne sais pas comment trouver, il n'y a pas de solution idéale, il faut être conscient et je pense qu'il faut être pragmatique. Donc il faut prendre les sujets les uns après les autres et imaginer que le Big Bang du grand jour n'arrivera pas demain. Donc soyons pragmatiques, essayons d'avancer. En tout cas,
sur ce sujet-là, vous l'avez vu, j'ai exposé la question de comment on a nous transformé nos aides sur la question du travail avec les bailleurs sociaux ou sur la question de la prise de conscience des besoins au travers de l'ergothérapie, c'est-à-dire comment finalement aider à faire prendre conscience. Demain, si tout va très bien et que c'est organisé, nous arrêterons et on fera autre chose. Voilà, les besoins sociaux sont nombreux, mais c'est important d'aider à faire émerger, à faire prendre conscience les bailleurs sociaux. Alors souvent, ils en ont conscience pour Madame Dupont, deuxième droite, mais pas d'une manière macro. Et ça commence quand même. Hein, c'est quand même quelque chose qui... Une autre idée, Muriel Boulmier, je sais que vous l'avez défendue, elle est reprise maintenant assez souvent, c'est l'idée de transférer le crédit d'impôt aux descendants finalement plutôt qu'à la personne elle-même. Oui, il y a une... Alors je parle toujours en France, hein, je suis désolée si on a des amis européens. En France, il y a une disposition fiscale qui s'appelle le crédit d'impôt, et notamment ce crédit d'impôt est ouvert dès lors qu'il y a des travaux d'adaptation qui sont faits dans le logement. Là aussi, je vous fais très court. Un crédit d'impôt, c'est une mesure qui est ouverte aux Français, même s'ils ne paient pas d'impôt. Sauf que quand vous ne payez pas d'impôt, vous n'êtes pas familier de la chose fiscale et que vous ne savez donc pas que ce crédit d'impôt existe. C'est une ligne budgétaire qui était, il y a 2 ans, de l'ordre de 36 millions d'euros et dont on sait que 40% servait l'investissement des 10% de revenus les plus importants. Dont acte, pas de jugement de valeur sur ce sujet-là. Moi, j'ai proposé que ce crédit d'impôt soit encadré par une condition d'âge, 70 ans, hein, c'est l'âge que les Danois ont choisi pour faire adapter les logements, et qu'il soit encadré par une condition de ressources. J'ai choisi les plafonds ANA parce que l'ANA est une institution française qui remplit parfaitement son rôle et qui a une notoriété favorable. Donc tout le monde sait à peu près ce que sont les plafonds ANA. Le plus faible est de 11 000 euros par an, 11 000 euros de ressources par an. Et qu'à partir de là, ça, ce serait le droit ouvert à la personne, donc crédit d'impôt, sauf qu'il faut 18 mois pour rembourser le crédit d'impôt. Et donc, j'ai suggéré que dès lors que c'était les enfants ou les neveux, par exemple, qui faisaient les travaux sans faire appel à l'aide publique, eh bien, ce transfert de la mesure fiscale, du crédit d'impôt, soit transféré sur le foyer fiscal de celui qui réalise les travaux, parce que ça gomme les délais, c'est-à-dire qu'on passe de 18 mois à 2 mois, vous voyez. Et puis, ça ne coûte pas. Et donc, j'avais recensé à l'époque qu'en France, il y avait 405 000 propriétaires qui ne disposaient que des plafonds ANA de 11 000 euros par an. Voilà. Et de ce que vous en savez, ça fait son chemin. J'imagine que ce n'est pas le genre de disposition qui va être dans la loi cadre, mais enfin dans les projets de loi de finances, ça peut intégrer. Quand je regarde les annonces qu'on a tous entendues hier, et que je crois que c'est 40 millions qui sont destinés à l'adaptation de l'habitat, je me dis qu'on ferait peut-être bien de penser au crédit d'impôt. Très bien. Écoutez, vous vouliez réagir, Anne Saint-Laurent, là, sur ce sujet ? Non. Alors, je vais vous passer la parole. On reviendra un petit peu après ici. Monsieur, alors, je vais me déplacer pour vous amener les micros. On commence ici. Je vous l'apporte tout à l'heure. Je vous remercie. Présentez-vous bien, pardon. Excusez-moi, oui. Monsieur. Bon, moi, je suis monsieur Lionel Chaumet. Je suis adhérent à PF et j'ai donc rendu accessible mon logement qui est un duplex. Et ça, c'est un sujet que vous avez omis, c'est que beaucoup de gens, quand il y a un escalier, ont besoin d'un lève-personne. Et moi, j'ai donc dû faire installer un monte-charge, un élévateur personne, si vous voulez, pour pouvoir donc accéder à l'étage. Cette installation, elle est intéressante pour moi, évidemment, en tant qu'handicapé, mais elle est intéressante aussi lorsqu'il y a des choses assez lourdes à transporter.
hein, à véhiculer. Donc, il y a une chaîne qui se crée dans l'usage. Je ne suis pas propriétaire, je suis locataire. Mon bailleur va me demander, c'est ce qu'il m'a dit il y a 10 ans, 5-6 ans à peu près, peut-être de l'enlever quand je partirai. Je trouve ça un peu dommage. Hein. C'était un peu le sujet que vous avez abordé. Hein. Parce que ce type d'équipement est et ça, à mon avis, il aurait peut-être fallu insister dessus, c'est un équipement qui apporte un certain confort d'usage dans le logement. Hein. Pas uniquement pour le handicap, mais pour la vie dans son ensemble. Et voilà, ça c'est un des aspects qu'elle... Monsieur David, justement, pour répondre à monsieur, est-ce que tout à l'heure, quand on disait l'équipement s'adapte, voyage avec la personne plutôt qu'avec le logement, est-ce que là, on est justement dans le cas... On est dans l'approche logement dédié, c'est-à-dire que si, on maintient, le monde personne... bien évidemment. Soit on maintient le monde personne et donc il faut trouver, une personne qui a besoin de cet équipement, plus particulièrement. Sinon on le démonte. C'est ce qui est demandé a priori à monsieur. Oui, c'est-à-dire que c'est la logique de l'équipement, mais moi quand j'ai évoqué la chose, ce sont des petits équipements. Oui, ce sont des gros équipements, quoi. Donc l'approche peut être en logement dédié, ou l'approche en amont aurait pu être de chercher un logement de plein pied. Muriel Boulmier, Madame Saint-Laurent, vous vouliez réagir? C'est ce que j'appelais la remise en état après des investissements qui sont faits. Là, vous évoquez un élévateur, mais il y a plein d'autres systèmes. On a vu des douches disparaître pour voir apparaître des baignoires. Voilà, il y a un moment donné, il faut arrêter de penser le modèle comme ça. La population française vieillit comme toutes les populations dans le monde, en Europe particulièrement, et nous sommes sur le podium de la longévité. Donc travaillons, pensons la société autrement. Luc Broussy l'a évoqué dans le rapport. C'est vrai il faut changer de braquet. Il faut changer de paradigme. Enfin, c'est juste aberrant. Et enfin, nous, en tant que régime de retraite complémentaire, on voit bien qu'on ne peut pas continuer à dépenser 1 euro pour quelque chose qui serait rayé de la carte dans 5 ans, dans 3 ans. C'est aberrant. Alors, on a une autre question. Oui, bonjour. Jean-Michel Royer, Association Mobilité Réduite. Je voudrais intervenir sur 2 sujets. La première, c'est qu'on a surtout parlé de la loi du 11 février 2005 concernant l'habitat, mais en vérité, ça se décline derrière par 2 arrêtés de mémoire. Un qui est du 1er août 2006, qui concerne le cadre bâti neuf, aussi bien établissement recevant du public que l'habitat collectif et même l'habitat personnel. Et l'autre qui concerne plus ce qui a été dit là tout à l'heure, puisqu'on parle de l'habitat existant, c'est un arrêté qui date de mars 2007. Et dans ces 2 arrêtés, vous avez toutes les prescriptions techniques pour faire en sorte que l'habitat en question soit accessible ou adapté, etc. Et à ce sujet, il y a des fiches techniques qui se trouvent d'une part téléchargeables sur le site internet du ministère de l'écologie et du développement durable, etc. Je crois qu'il a changé de nom, mais je les ai vus aussi sur le stand de la délégation ministérielle à l'accessibilité là-bas. Et je peux vous assurer que ces petites fiches techniques qui concernent les pièces de vie, c'est-à-dire la cuisine, la salle de séjour, les escaliers, les communs dans les habitats collectifs, tout y est, depuis la hauteur des boîtes de lettres jusqu'à l'éclairage des communs, le nombre de luxe que l'on doit mettre en place. Maintenant, j'ai une deuxième remarque à faire qui concerne non pas ce dont vous voulez parler, c'est-à-dire tout le cadre bâti, mais peut-être le futur, parce que tout le monde est en train de s'inquiéter sur le futur. À ce jour, il faut quand même remarquer une chose, c'est que notre environnement et notre cadre de vie dans l'habitat, en 2 siècles, a terriblement progressé, et plus particulièrement depuis la dernière guerre mondiale. Est-ce que maintenant, chacun d'entre nous accepterait de ne pas avoir l'électricité dans son appartement? Est-ce que chacun d'entre nous accepterait d'être obligé d'aller sur le palier pour aller aux toilettes? Est-ce que chacun d'entre nous accepterait de ne pas avoir l'eau courante à son étage?
ou le gaz, ou l'électricité. Pourtant, c'était le cas il y a 70 ans ou 100 ans. Eh bien, moi, je dis que maintenant, on ne peut pas accepter d'avoir des logements qui ne seraient pas accessibles et adaptés. Et quand je dis logement, c'est tout logement. Je reprends à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut à tout prix tous les programmes neufs, que ce soit du social ou que ce soit du privé, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, quand on va acheter un appartement dans un an ou dans 2 ans, un appartement neuf ou une maison neuve, elle doit être accessible. C'est le meilleur moyen de ne pas dilapider notre argent ou l'argent des collectivités territoriales ou des bailleurs de fonds, etc. Voilà, moi c'est notre avis, je crois que c'est ce qu'il faut faire parce qu'on est parti vers plus ou moins des quotas et on va faire de la ségrégation. Aujourd'hui, une personne valide achète un appartement au 5e étage. Dans 2 ans, est-ce qu'elle sera toujours valide? Est-ce que momentanément, elle ne sera pas handicapée parce qu'elle aura eu une chute au ski ou dans sa baignoire? Ou est-ce que, vieillissante, elle ne pourra plus rester dans cet appartement et elle va devoir partir ailleurs? C'est quand même pas normal. Voilà. Muriel Boulmier, j'imagine que vous êtes plutôt d'accord. Oui, mais bien sûr, mais surtout dans le neuf, ça ne pose aucun problème. Il ne peut pas y avoir de livraison de logements neufs qui ne soit pas conçu. C'est interdit en tout cas. Après, oui, c'est interdit. Attendez, tout le monde parle pas en même temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On va pas tous parler en même temps. Reprenez le micro, monsieur, si vous voulez. Je veux récupérer le micro une seconde, merci. Voilà. Juste un détail. Hein, non, je peux vous dire très rapidement que si vous allez regarder tous les programmes de construction, etc. mais moi, je vais pas regarder, non. Ah non, mais je vous le dis, et il y a des gens ici qui vous diront la même chose. Dans les programmes neufs de construction, on fait quelques appartements accessibles aux personnes handicapées et d'une manière générale, c'est le rez-de-chaussée, ok. Et d'une manière générale, c'est rez-de-chaussée, mais même dans les étages. Alors on dit, oh, mais vous pourrez l'adapter en abattant telle cloison, etc. Oui. Et vous avez regardé la largeur des portes pour entrer dans l'appartement? Alors ça, normalement, c'est normé. Voilà. Mais je peux vous dire, madame, il n'y a aucun contrôle. Non, attendez, moi, je suis pas en opposition. Je dis simplement que dans les fiches que vous évoquiez tout à l'heure, tout ça est désormais normé, quoi. On peut pas. Alors, sauf si on fait quelque chose pour soi dans son intérieur, bon. Mais tout programme qui sollicite un examen de son permis de construire doit répondre aux objectifs de la loi. Après, il y a la loi et le respect de la loi. On est bien d'accord. Ça, c'est autre chose. Monsieur. Nicolas Knapp, architecte. Je pense que la non-adaptation des logements, en particulier, je suis là. Elle porte en particulier sur les maisons individuelles construites par leurs propres propriétaires. Les maîtres d'ouvrage qui font pour eux-mêmes, eux, peuvent déroger à la loi. Et je faisais une petite comparaison, parce que nous, à Archi, évidemment, on est soumis en tant qu'exécutant à l'ensemble de l'évolution de ces règles. Et on commence, je crois, à bien pratiquer les règles d'accessibilité. Mais je faisais une petite comparaison avec les réglementations thermiques qui s'imposent aujourd'hui à l'ensemble des propriétaires, y compris propriétaires privés d'une maison individuelle, ce qui n'est pas le cas en effet de l'adaptation du logement. Ceci dit, ça pose la question, puisqu'on parle aujourd'hui plus de déréglementation que de réglementation, que tout le monde a peur de 2015, etc. Ça pose la question du coût social, en effet, de ces mesures d'adaptation. Et les archis savent aussi que quand un maître d'ouvrage lui demande de faire un logement adaptable, ça coûte un peu plus cher, il y a un peu plus de surface, il y a de la surface perdue, il y a un équipement un peu plus coûteux, etc. Donc il y a un coût réel derrière l'ensemble de ces mesures dont il faut prendre conscience. C'est pour ça que je pense quand même que la piste que vous avez évoquée, madame, celle du désir et de la demande finalement de la population est la principale à jouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'appuyer, me semble-t-il, uniquement sur la réglementation et sur le législateur, qui va d'ailleurs traduire aussi le besoin social. Mais il faut bien, comme vous disiez, monsieur, quand on va acheter un logement, regardez ce qui se fait et puis pas prendre celui qui n'est pas adaptable. Je veux dire, c'est la demande qui va pouvoir permettre de faire évoluer. Et moi, dans les clients que je peux avoir en tant qu'architecte, j'ai des gens qui, à 30 ans, veulent construire absolument une maison de plein pied parce qu'ils se disent « Oh là là, je vais peut-être être dépendant ». Alors évidemment, c'est peut-être un excès. Je voulais juste vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure du Danemark en disant qu'il y avait une obligation
et en disant que c'est une politique. En effet, imposer une obligation, c'est une politique, mais est-ce que la conséquence est individuelle ou publique? C'est-à-dire que le gars qui est propriétaire ou la personne qui est propriétaire d'un logement à 70 ans, elle doit donc, si j'ai bien compris, adapter son logement, voilà, on anticipe sur le coût finalement public de sa dépendance et de sa mise en établissement si elle ne peut plus rester chez elle, ce qui est une très bonne chose, mais qui finance, comment est-ce que c'est financé? Est-ce qu'effectivement tous les logements finalement sont, y compris l'ancien, puisque le gros problème, monsieur l'avait soulevé, c'est le bâti existant, bien entendu. Alors, les politiques publiques sont très intégrées en Europe du Nord, et il y a une perméabilité plus forte entre les budgets, c'est-à-dire que l'adaptation du logement va de pair avec les services à la personne, et il y a aussi toute une action un peu sur le mode qu'évoquait Madame Saint-Laurent, de l'autoresponsabilisation des personnes qui vieillissent. Ils ont une manière de le percevoir sans doute différente de nous, donc ça fonctionne plutôt bien, mais encore une fois, c'est une politique publique, donc avec un soutien public. On est bien d'accord. Redressez votre micro, Mme Boulmier, parce que c'est vrai qu'on ne nous entend plus. Je suis désolée. C'est parfait. Je l'avais pas entendu, je vous rassure. Monsieur. Oui, bonjour. Je travaille dans un établissement social très important, et tous les concours qui passent me passent entre les mains pour regarder la valeur d'usage. Entre la conférence d'hier sur les personnes âgées, le vieillissement, la société par rapport au vieillissement, et aujourd'hui, je ne compte plus les fois où il a été question d'adaptabilité, de pragmatisme. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et on peut malgré tout constater que le coût, les conséquences et les inconséquences, je fais un peu dans le politiquement incorrect, de la norme handicapée actuellement, pose énormément de problèmes. En effet, comment peut-on comprendre qu'on admette, quand un WC est à côté de la salle de bain, que le rectangle de 80 cm par 1,30 m puisse être à cheval sur la cloison, et que le rond doive être absolument dans la salle de bain? On a fait des calculs, on peut gagner 30 cm, rajouter le couloir, ça fait 1 mètre carré de plus, qu'il serait sans doute préférable de mettre dans les pièces de vie, cuisine, séjour, chambre. Comment peut-on comprendre que le fameux rond, puisse être sous le lavabo, partiellement, et ne puisse pas être sous la ligne fictive d'ouverture d'une porte? Il y a tout un tas de petits points comme ça qui font que, pour que le logement devienne adapté, il faut agrandir les surfaces, qu'il n'y a pas forcément les financements pour agrandir les surfaces, que le loyer du logement est directement proportionnel à la surface du logement, que quand on est dans un tissu urbain très dense, le fait de faire des logements un peu plus grands vont sans doute supprimer des logements en nombre pour loger pour du logement social. Donc, il y a Emmanuel Colbock qui a pris la tête d'une démarche pour enlever des réglementations, donner de la cohérence à ces réglementations. J'ai bien aimé l'image de madame tout à l'heure concernant la raquette. On bouge des trous dans les raquettes, on empile des réglementations sans regarder la cohérence de tout cela. Et tout ça a un coût financier, urbain, social. Exactement. Et on pourrait simplifier les choses en adaptant de façon intelligente, mais ça nécessite de passer un petit peu plus de temps, de dépenser un peu de neurones à la base dans la conception des projets et de définir ce qui est une cloison démontable, etc., etc., etc. Merci beaucoup, Jackie David. Justement, juste pour rebondir, on n'est fait pas un débat technique, je tiens à le repréciser, mais sur cette mise en cohérence nécessaire des règles, et parfois justement un petit peu incohérentes, on a souvent aussi avec la sécurité incendie, des choses comme ça. C'est des choses que vous voyez souvent, vous, auxquelles vous êtes souvent confrontés? Oui, tout à fait. Et donc, parlez bien pied du micro. La notion de logement adaptable, on a parlé de logement adapté, la notion de logement adaptable porte notamment sur la question de la cloison démontable entre la salle de bain et le WC. Et les WC, oui. Il y a, un groupe de travail au niveau de la délégation ministérielle à l'accessibilité qui planche depuis 2 mois et qui va terminer ses travaux en février,
qui porte notamment sur l'évolution de la réglementation, accessibilité pour le logement, mais aussi pour les ERP. Et donc, parmi les choses que vous avez citées, notamment la question des conditions de démontage de la cloison intermédiaire entre le salle de bain et le WC va être revue. La question de l'empiètement sur comment l'ouverture de la porte va être revue. Enfin, il y a un certain nombre de choses nouvelles, à la fois en simplification et en exigences nouvelles, notamment pour les autres handicapés, les handicapés sensoriels ou mentaux ou psychologiques. Il y a d'autres dispositions qui vont sortir et on attend la sortie des textes pour juin-juillet 2014. Très rapidement. Très rapidement, je voulais aussi rajouter une chose. Dans les foyers pour jeunes travailleurs, étudiants, etc., maintenant tous les logements doivent être intégralement... Ce qui fait que les surfaces ne grandissent pas, donc on a des pièces de vie qui sont devenues ridiculement petites. Moi, je veux dire un mot. Oui, j'ai rencontré Emmanuel Kolbock et j'ai trouvé sa démarche courageuse. On rappelle Emmanuel Kolbock, c'est une architecte. Architecte. Madame, je sais le différent qu'elle a avec vous. Ça ne va pas. Non, pas avec vous collectivement, pas. Madame, je me permettrai pas. Non, mais je sais. Je peux vous dire simplement que j'ai rapproché les observations de Madame Kolbock. Je les ai trouvées frappées au coin du bon sens et je les ai rapprochées de travaux qu'a effectué une sociologue de l'habitat qui s'appelle Monique Eleb, mais elles ne viennent pas du même milieu, elles ne se connaissent pas, donc il n'y a pas de collusion de pensée. Et Monique Eleb nous avait montré combien ces aménagements-là, qui sont infiniment nécessaires, mais ces aménagements-là généralisés amenaient les occupants des logements à recloisonner eux-mêmes des espaces qui normalement sont dédiés et sont destinés à être libres. Et comme vous le disiez, monsieur, le nombre de mètres carrés, compte tenu du prix, reste le nombre de mètres carrés. La surface qui est destinée à l'habitat et à l'usage, en relatif, diminue. Et c'est un vrai sujet. Et si j'ai bien compris les travaux de Madame Kolbock, elle n'entend pas renoncer au privilège de l'usage qui est destiné à ceux qui en ont besoin. Elle a pour ambition d'essayer de les remettre dans l'espace pour en faire un espace plus utile. Je comprends que l'avancée est difficile. Je comprends qu'il y ait des difficultés de dialogue avec des personnes très engagées, etc. Je crois quand même qu'il y aura des discussions. Voilà. Anne Saint-Laurent, et après on prendra une toute dernière question. Oui, moi je revenais à la question dans quoi cette loi quand même nous amène à tendre vers les pays du nord de l'Europe. Parce que on a tendance ces dernières années à penser l'habitat privé et à accepter que les personnes âgées en particulier soient enfermées chez elles. Ah oui, leur logement est très adapté, tout va très bien dans le meilleur des mondes, tout est sécure. Il n'empêche que les personnes ne peuvent plus sortir de chez elles, ne font plus les 200 ou 300 mètres qui devraient leur permettre d'aller acheter leur pain et du coup ne sont plus dans une dynamique de prévention. Et on sait que la faiblesse musculaire tient au fait aussi quotidiennement d'un entraînement, aussi modique soit-il, et que le fait de ne pas faire les 300 mètres pour aller à la boulangerie parce que les 3 marches devant le boulanger sont juste impossibles à franchir, eh bien c'est ce qui va amener à ne jamais oser aller à 500 mètres chez le boucher et donc finalement à être certes autonome, mais enfermé chez soi. Et ça, je pense que individuellement, en tout cas, c'est un projet que chacun d'entre nous peut ne pas accepter. Et en tout cas, j'en fais partie. Merci beaucoup. On prend une dernière question. Oui, bonjour. Corinne Delogère. Je suis professionnelle du domaine de la personne âgée et personne handicapée. Et je favorise en fait des liaisons et des passerelles entre ces deux mondes en termes de structure.
Et j'ai été peut-être pas mal un peu à l'étranger, et je me suis aperçue que de plus en plus, je pense pas que pour la génération peut-être aujourd'hui, mais la génération future, moi je suis senior, donc demain je suis senior actif, mais il y a tellement de catégories de seniors, on ira de plus en plus vers des logements, certes individuels, enfin je parle dans le logement vertical, mais avec des espaces communs. Et justement, ça permet effectivement de jouer, parce que là je suis d'accord avec ce qu'avait dit Madame Boulmier, c'est-à-dire à un moment donné, on voit tellement le côté le domicile adapté, et on ne pense plus au côté le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on met tellement avec, moi je suis un peu par rapport à cette silver economy, on met tellement l'accent entre guillemets sur des outils techniques et des outils technologiques qu'on ne pense plus, comment ça s'appelle, au vivre ensemble. Et je voudrais savoir, c'était une réflexion plus pour monsieur de l'USH, pardon. Aujourd'hui, le parc effectivement des logements sociaux va être de plus en plus avec des personnes seniors. Alors quand on dit on veut pas des parcs, on ne veut pas des choses de parcs privatifs seulement avec que des jeunes ou que des seniors. De toute façon, entre guillemets, le logement social, à un moment donné, va devenir des parcs seniors. J'ai discuté, j'ai fait un peu une étude en plus en me baladant un petit peu. Certains, responsables disent on a un vrai souci parce qu'en fait ces personnes-là restent dans leur immeuble et rien n'est fait, ne serait-ce que par rapport à l'intergénération. Je voudrais savoir effectivement. Vous avez mis en place peut-être une expérimentation, je ne sais pas où est-ce que ça en est, l'expérimentation en termes de plateforme d'échange pour que des personnes qui effectivement habitent un logement, un 4 pièces, qui effectivement les enfants sont partis à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut faire soit pour de l'intergénération, soit éventuellement pour des plateformes pour que ces personnes puissent rester parce qu'elles ont envie, elles connaissent bien leur quartier, elles connaissent bien leur immeuble, mais elles veulent éventuellement quelque chose de peut-être plus petit. Voilà. Quelle est votre mutation? Oui, les mutations, c'est un sujet très délicat. C'est-à-dire que certains organismes HLM font du logement dédié pour des personnes âgées bien situées, etc. et proposent à des personnes âgées qui sont situées dans des immeubles difficilement accessibles et non adaptés de changer de logement. Et là, on observe une certaine réticence. Pourquoi? Parce que ce qui prime aussi, c'est la proximité de son palier ou de son immeuble, les gens de connaissances avec lesquels on peut, se rendre des services, etc. Et d'être relocalisé dans un autre lieu où l'environnement social est différent, pour un certain nombre de personnes âgées, c'est problématique. Donc, ça marche de temps en temps, mais ça marche pas souvent, quoi. Et la plateforme d'échange qu'évoquait Madame, ça existe, ça n'existe pas? Oui, la plateforme d'échange, ça existe, mais la difficulté, c'est celle que je vous ai dit. Entre locataires, le problème, c'est la mutation. C'est-à-dire que si vous voulez changer de logement dans le parc HLM, ça répond à des règles, à des procédures bien particulières. Oui, on rentre dans la problématique d'attribution qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien. Écoutez, il est 13h30, on rend l'antenne. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Merci à nos intervenants. Et je vous invite à poursuivre surtout les débats dans les minutes qui suivent. Et puis surtout, n'hésitez pas, il y a encore plein d'autres conférences intéressantes cet après-midi. Bonne visite du salon.